Bonsoir et merci de nous suivre quotidiennement sur Monaco Info. Voici les grands titres que nous développerons dans ce journal. L'aménagement du temps de travail, casse-tête, aubaine, outil de relance économique. Il en a été question aujourd'hui lors d'une réunion organisée par la JCE et après le vote l'été dernier de la loi portant sur cette thématique qui est revenue à la une de l'actualité à la faveur de la crise Covid. La remise à Paris des médailles Albert Ier, les médailles 2021 mais aussi les médailles 2020 après une pause pour cause de Covid. Des initiatives favorisant une meilleure connaissance et une meilleure gestion de la planète ont été récompensées. Aquabams fête ses 25 ans à Monaco, où est basé son siège. L'accord sur la conservation des cétacés de la mer Noire, de la Méditerranée et de la zone atlantique adjacente avait été ratifié en 1996 dans le but de réduire les menaces qui pèsent sur cette espèce marine. Après les particuliers, c'est au tour des professionnels. La fibre pro est officiellement lancée aujourd'hui par Monaco Télécom. Dans ce journal, toujours, nous serons en duplex avec Jacques Pastor et Arnaud Alessandria depuis le Canada, où le directeur technique de la Fédération monégasque de ski et le descendeur monégasque préparent la première course de la saison de Coupe du Monde à Lake Louise. La Jeune Chambre économique proposait donc ce matin son dernier petit déjeuner conférence de l'année 2021 sur le thème de l'aménagement concerté du temps de travail. Plusieurs intervenants se sont ainsi succédés pour revenir sur les modalités d'application de la loi votée en ce sens. Les explications de Sandrine Nègre sur des images de Thomas Deus. Personnalités des différentes entités qui composent la principauté et acteurs économiques locaux étaient donc réunis pour en savoir plus sur cette loi numéro 1505 du 24 juin 2021. Elle repose sur 2 maîtres mots, dialogue et concertation. Ce texte était extrêmement important pour nous parce qu'il faut se rappeler du contexte de l'époque. Donc nous sommes en septembre de l'année dernière, nous avons un rebond épidémique. L'État fait beaucoup pour accompagner les entreprises, protéger l'emploi avec le CTTR qui a protégé jusqu'à 22 000 salariés, la CARE qui a aidé les entreprises et d'autres mesures encore. Et moi j'ai souhaité proposer aux partenaires sociaux des mesures complémentaires pour que, à leur niveau, ils puissent s'approprier un dispositif nouveau pour continuer à protéger et l'emploi et les entreprises. Et c'est ce qui a permis, à l'issue de discussions, d'aboutir au projet de loi sur l'aménagement concerté du temps de travail. Aménagement d'organisation du travail, application, voici les détails à connaître. La condition sine qua non, c'est qu'il y ait un vrai dialogue, qu'il y ait un accord qui soit vraiment signé en toute liberté par des gens qui sont qualifiés, qui ne l'étaient pas et que la loi met dans la scène. Et donc pour moi c'est une expérience à double niveau. Il y a le problème de la durée du travail et la souplesse dans la durée du travail, ce que ça va porter comme avantage ou comme inconvénient le cas échéant. Et la deuxième chose, c'est le fait d'avoir ouvert la compétence des délégués du personnel à plus de matières pour lesquelles le dialogue est essentiel. L'organisation par l'aménagement concerté du temps de travail se base donc sur des échanges. Et prochaine échéance pour la Jeune Chambre économique, les résultats du concours de création d'entreprise. La proclamation interviendra le 3 décembre. Dans l'actualité internationale du jour, il y a toujours la crainte d'une 5e vague sur le front de la pandémie de Covid. À Monaco, le taux d'incidence est en hausse. Bonsoir Alexandra Pani. Bonsoir Patricia, effectivement, par rapport à la semaine dernière, le taux d'incidence a grimpé. Il est passé de 106,91 à 198,17. On rappelle que le taux d'incidence correspond au nombre de personnes positives ramenées sur une base de 100 000 personnes sur la période des 7 jours écoulés. Un taux qui permet d'étudier au mieux la dynamique de l'épidémie. Ouvrons une large page dédiée à l'environnement et au développement durable. Et tout d'abord, la réunion de la commission d'évaluation BD2M. Je vous rappelle déjà la signification BD2M, Bâtiment durable méditerranéen de Monaco, une démarche lancée en octobre 2018. Cette 5e journée est dédiée aux acteurs du bâtiment et a rencontré un franc succès puisqu'elle a réuni plus de 130 inscrits, en présence notamment du conseiller pour l'équipement, l'environnement et l'urbanisme, Céline Caron,
4 projets en phase de conception étaient présentés et les acteurs participants ont pu découvrir le premier guide des écomatériaux qui, comme son nom l'indique, recense pour la première fois l'ensemble des matériaux responsables qui peuvent être utilisés dans la construction. En 2017, le gouvernement et la SMEG se sont associés pour créer Monaco Énergie Renouvelable et de nouveaux parcs photovoltaïques viennent de renforcer ce projet dont l'objectif est de favoriser la transition énergétique. 5 nouveaux parcs précisément, ils sont situés en Côte d'Or, Haute-Vienne, dans les Landes et le Gard, pour une production totale de 65 000 MWh par an, ce qui représente environ 12% de la consommation électrique de Monaco. D'ici la fin de l'année, ce seront donc 15 parcs photovoltaïques que la société MER portera à son actif. Vous nous présentiez hier, Alexandra, des ateliers qui se tiennent dans le cadre de la Semaine européenne de réduction des déchets. L'un d'eux a eu lieu dans les locaux de Monaco Télécom lundi. Oui, il visait à sensibiliser le public au recyclage des déchets d'équipements électriques et électroniques. Nos tablettes, téléphones portables hors d'usage sont souvent abandonnés au fond de nos tiroirs alors qu'ils peuvent être recyclés. Monaco Télécom fait partie des sociétés qui les récupèrent, alors pensez-y la prochaine fois que vous achèterez le nouveau portable dernier cri. Protection et préservation de l'environnement encore. Avant d'évoquer le 25e anniversaire d'Acobams, rendons-nous à Paris où a eu lieu lundi soir la remise annuelle des grandes médailles Albert Ier et à laquelle assistait une équipe de Monaco Info composée de Serge Prémont et vous-même Vanessa Dessy. Et il s'agit d'un retour de la cérémonie de remise des grandes médailles Albert Ier. L'an dernier, l'événement avait été annulé pour cause de pandémie. Cette année, c'est donc l'occasion de récompenser les lauréats 2020-2021. Chaque année, l'Institut océanographique honore les grands noms du monde marin qui, par leur engagement et leurs travaux, contribuent à faire connaître, aimer et protéger l'océan. Tous les lauréats l'ont compris, c'est bien sûr une récompense, une félicitation, mais c'est aussi et peut-être surtout un encouragement à aller encore plus loin. On va les soutenir en médiation, en communication, en soutien en matière d'exploration par exemple, pour qu'ils continuent à aller plus loin. Et c'est effectivement, Monseigneur l'a bien dit, tous ensemble que nous arriverons à sauver cette relation entre l'homme et la planète. Biologiste marin, photographe, auteur, co-créateur d'Andromède Océanologie, Laurent Balesta dirige ses expéditions Combessa, un défi de plongée et la promesse d'images inédites. C'est donc tout naturellement que la grande médaille Albert Ier, section médiation, lui revient afin de valoriser son regard naturaliste et artistique. C'est pas un aboutissement, mais comme une boucle bouclée entre un rêve de gosse et puis cette reconnaissance-là. Mais je crois que je suis assez tordu pour voir là plutôt un encouragement à encore continuer, même quand il y a une petite fille qui désormais réclame son papa à la maison. Explorateur en résidence du National Geographic, fondateur du Pristine Seas, Henrik Sala est un ancien professeur qui s'est vu écrire la nécrologie de la vie océanique. Il quitte par la suite le monde universitaire pour devenir un défenseur de la nature à plein temps. La médaille aussi est lourde parce que ça vient avec de la responsabilité. Nous ne pouvons pas nous reposer sur nos lauriers. Nous devons continuer à travailler pour préserver la vie sur la planète. La grande médaille Albert Ier, section sciences, met en lumière des chercheurs hautement qualifiés pour l'ensemble de leur carrière et leurs travaux. Pour l'année 2020, elle a été attribuée au professeur Louis Legendre. Ses études portent en particulier sur l'influence de la physique de l'océan sur les réseaux planctoniques et pélagiques marins. Et toujours dans la section médiation, mais cette fois-ci, 2021, nous retrouvons Karl Volk. Ce professeur a notamment développé des recherches sur les systèmes socio-écologiques. Et à l'heure où l'état de santé de l'océan est menacé, vous l'avez vu, des initiatives en faveur d'une meilleure connaissance et gestion de la planète se multiplient. Et parmi les grands acteurs de la défense de l'environnement et plus particulièrement de la défense de la biodiversité des mers et océans, il y a l'Acobams, un accord destiné à protéger les cétacés de mer Noire et de la mer Méditerranée notamment. Il fête aujourd'hui son 25e anniversaire. Son secrétaire exécutif est notre invité. Bonsoir Susanna Salvador. Bonsoir madame.
25 ans, c'est un anniversaire important que vous commémorez à Monaco. Il faut dire que la principauté a toujours été particulièrement active au sein de l'accord. C'est vrai, donc c'est la principauté de Monaco qui a bien voulu accueillir le secrétariat depuis son origine en 1996. C'est bien cela, grâce à la principauté et à l'appui de toutes ses parties. Nous sommes venus aujourd'hui pour célébrer justement 25 ans de travail continu et très important. Oui. Peut-on rappeler quelles étaient les missions initiales de l'accord lors de sa signature et comment ont-elles évolué au fil du temps? Il s'agit de 24 pays qui sont partis de cet accord, qui travaillent pour d'abord améliorer l'état de connaissance sur les cétacés, deuxièmement pour réduire les menaces qui se posent sur ces cétacés et après pour prendre des mesures qui protègent des habitats critiques pour les cétacés, c'est-à-dire les habitats qui sont importants pour leur vie. Mais dans quelle mesure les cétacés sont-ils menacés dans cette zone de l'accord? Quels sont les plus grands risques auxquels ils doivent faire face? Alors la zone de l'accord est vaste puisqu'il s'agit de deux mers. C'est la mer Noire, la mer Méditerranée et la zone atlantique adjacente. Les menaces viennent surtout des activités humaines. Par exemple, les navires, il y a un grand trafic maritime dans la Méditerranée et il y a des collisions entre les baleines, surtout les baleines, donc les grands cétacés et les navires. Mais il y a aussi le bruit que toute activité humaine qui est faite en mer pose. Donc nous savons que les cétacés ont besoin de leur audition, de leur système de sonar, pour ainsi dire, pour se localiser, pour socialiser, pour trouver leur route. Et si il y a des dégâts par rapport à cette capacité, ils sont plus capables de se localiser. Donc c'est pour cette raison que nous avons parfois des échouages. Donc l'action, elle passe par de la sensibilisation autant du côté des autorités que des usagers de la mer, pêcheurs, plaisanciers? C'est justement le rôle de la COBAM, c'est de parler avec d'autres organisations qui sont eux aussi responsables pour d'autres activités. Par exemple, l'Organisation maritime internationale ou la CGPM, qui est la Commission générale de la pêche pour la Méditerranée et la mer Noire. Donc nous avons ce dialogue pour justement parler de solutions possibles pour atténuer les impacts des activités humaines sur la vie des cétacés et sur leurs habitats. Leurs habitats qui d'ailleurs sont aussi les nôtres, parce que sans des mers propres et saines, nous n'avons pas d'avenir. Et ce 25e anniversaire est couplé aujourd'hui à la 14e réunion du comité scientifique de la COBAMS. Quels sont les enjeux de ces réunions? Vous identifiez notamment des projets qui peuvent avoir valeur d'exemple ou qui peuvent permettre d'entrer en action? Les scientifiques qui font partie du comité scientifique de la COBAMS se réunissent cette semaine au musée océanographique de Monaco, justement pour évaluer les données qui sont disponibles à présent et qui proviennent aussi d'une grande initiative qui a été le ACOBAM Survey Initiative, qui a collecté beaucoup d'informations sur les cétacés en 2018, en 2019 et qui maintenant aboutit à des conclusions, à des orientations qui peuvent guider les scientifiques, les experts à proposer des recommandations qui seront après considérées par les décideurs, c'est-à-dire par les gestionnaires, par les représentants des 24 pays qui composent la COBAMS. Susana Salvador, secrétaire exécutif d'ACOBAMS, merci d'avoir répondu à nos questions en ce jour de célébration du 25e anniversaire de l'accord. Je vous en prie, madame. C'est un plaisir. Merci. Nous retrouvons Alexandra Pani pour développer les autres grandes informations du jour et ce dévoilement en lien justement avec le 25e anniversaire de la COBAMS. Dévoilé en présence du prince Albert II, puisque l'œuvre comprend un banc réalisé à l'aide de 350 kg de plastique usagé et les empreintes du souverain et de ses enfants. Tournée face à la mer sur la terrasse des prisons, l'artiste Stéphanie Natera veut pousser le public à réfléchir sur l'avenir et les menaces qui pèsent sur les cétacés et leur habitat. Le ministre d'État Pierre Dartout a donné une conférence au Crème lundi soir.
Oui, c'était l'occasion pour le ministre d'État d'aller à la rencontre des résidents étrangers et leur présenter la politique du gouvernement, l'attractivité de la principauté, la gestion et sortie de crise actuelle, qualité de vie, sécurité, terre d'investissement, mais il était aussi question des défis qui se posent à Monaco en matière de logement, de mobilité, d'environnement et la gestion de la crise sanitaire. Le ministre d'État a ensuite pu répondre aux nombreuses questions du public. Les fêtes de fin d'année approchent, Alexandra. La mairie a donné le ton ce lundi soir avec la mise en lumière officielle de la ville. Cette année, ce sont 112 motifs transversaux, 615 motifs sur candélabres et 19 scénographies qui ont été installées. Et Noël se modernise puisque cette année encore, à l'aide de l'application Play Magic, l'on pourra interagir avec le Père Noël grâce à la réalité augmentée au marché de la Condamine, sur la promenade Honoré II et au parc Princesse Antoinette. Oui, le Père Noël a ses endroits préférés dans la principauté, Patricia. Le Père Noël, un touriste comme les autres donc. Et puisque Noël est aussi une fête solidaire, vous nous proposez une belle initiative. Oui, il s'agit de la seconde édition de l'opération Une lumière pour Noël, organisée par la Croix-Rouge monégasque et Fightheads Monaco. À partir du 29 novembre, vous pourrez vous connecter sur le site unelumierepournoël.org pour un don en ligne et éclairer d'une lumière le sapin virtuel. Les dons permettront de soutenir les personnes démunies et isolées pendant les fêtes. L'opération dure jusqu'au 2 janvier. Au chapitre culturel, cette conférence sur le maître de l'impressionnisme. Monet et la Riviera. On le sait, la Côte d'Azur a toujours séduit et inspiré les artistes et notamment les peintres. Monet a lui aussi succombé aux attraits de la côte méditerranéenne. Après un voyage avec Renoir, il reviendra s'installer seul en Ligurie puis à Menton. 40 toiles qu'il qualifie lui-même de féeriques sont d'ailleurs issues de ce voyage. Une conférence donnée au Théâtre des Variétés ce lundi soir revenait sur cette période de sa vie. Et du côté du théâtre Princesse Grace, c'est Rimbaud qui était à l'honneur lundi soir. Nous le recevions la semaine dernière en invité. Jean-Pierre Daroussin incarnait hier soir le célèbre poète Arthur Rimbaud. Un seul en scène mené avec brio qui reprend les derniers moments d'un génie enfermé dans sa chambre d'hôpital. Le malheur a été mon Dieu. Je me suis allongé dans la boue. Je me suis séché à l'air du crime. Et j'ai joué de bons tours à la folie. Et le printemps m'a apporté l'affreux rire de l'idiot. Prochain rendez-vous au théâtre Princesse Grace ce jeudi. N'écoutez pas mesdames, avec entre autres sur scène Michel Sardou. C'est noté. Cette année, le mot d'ordre pour l'opérateur national Monaco Télécom aura été le mot fibre et plus exactement l'installation de la nouvelle fibre, que ce soit chez les particuliers mais aussi pour les professionnels. La fibre pro vient d'être lancée aujourd'hui. Le reportage de Fabien Bonilla, Orazio Gaggino, Olivier Bonello et Louis Borgia. Environ 5000 sociétés en principauté sont susceptibles de bénéficier de cette fibre pro, que ce soit des PME ou des TPE. Un service commercial leur est d'ailleurs dédié dans la boutique Monaco Télécom de la rue du Gabian, ainsi qu'un service après-vente. Monaco Télécom propose donc une nouvelle fibre pro, plus performante à bien des égards. Elle propose finalement 4 choses. La performance, puisqu'on va monter jusqu'à 10 gigabits en entreprise, en réseau d'entreprise, ce qui est quand même énorme. La stabilité d'un réseau de toute dernière génération. La sécurité également, parce que c'est de plus en plus important pour les entreprises, qu'on a conçu un firewall un peu particulier, qu'il y a toute une suite de services qui s'appelle Monaco Care Safety qui est inclus. Et enfin la sérénité, parce que pour une entreprise aujourd'hui, elle a besoin du numérique. Elle a besoin du numérique pour sa transformation digitale et elle a besoin de pouvoir compter dessus tous les jours. Et ça, il y a tout un accompagnement particulier, très humain en fait, qui est conçu entièrement à Monaco pour la fibre pro. Avant le lancement de la fibre pro ce mardi, une vingtaine d'entreprises test ont pu en bénéficier les semaines précédentes. Ce qui nous a permis un plus haut débit au niveau des échanges de connexion, des informations, une plus grande fluidité, moins d'interruptions et je pense qu'elle était indispensable. Écoutez, ça s'est passé très bien, on n'a même pas vu venir les équipes et on a juste remarqué un jour que le débit a augmenté, que tous les fichiers lourds qu'on envoie sont partis à tel point qu'on s'est demandé s'il n'y avait pas une erreur.
3 offres commerciales sont disponibles pour cette fibre pro, allant de 74,99 € à 149,99 €. Mais pendant les 6 premiers mois, toutes ces offres seront un tarif unique de 74,99 € pour que chaque entreprise puisse choisir l'offre la plus adaptée. Allons prendre le grand air, l'air vivifiant des montagnes canadiennes. C'est là-bas que se déroulera la première étape de la Coupe du monde de ski alpin à Lake Louise. Première compétition de l'année donc pour le descendeur monégasque Arnaud Alessandria. Et il est avec nous en duplex du Canada, avec à ses côtés le directeur technique de la Fédération monégasque de ski, Jacques Pastor. Bonsoir messieurs. Alors bonsoir ou bonjour, selon où on se trouve. Et oui, bonjour, bonsoir, parce que vous vous trouvez au Canada depuis un peu plus d'une dizaine de jours, il y a donc le décalage horaire. Je m'adresse tout d'abord au directeur technique de la Fédération. Ce n'est pas la saison que vous préparez actuellement, mais plutôt le début de saison avec un point spécifique lié à la qualité de la neige en quelque sorte. Aujourd'hui, on est là plus spécifiquement pour préparer la première descente de Coupe du Monde qui se déroulera ici à Lake Louise dans 5 jours. Et on est là pour préparer plus spécifiquement sur la qualité de neige canadienne. Donc, on n'était pas à Lake Louise tout de suite. On est allé à Panorama. C'est une station qui est à environ 150 km d'ici. On a pu retrouver à peu près les mêmes conditions. C'est important pour les athlètes, mais c'est également important pour les techniciens qui ont pu préparer les skis et tester sur tous les skis au niveau de la vitesse en fonction de cette neige canadienne. Alors, ce qu'il est important de signaler, c'est que vous travaillez de concert avec l'équipe de France, hein, Jacques? Oui, il serait impossible pour nous de faire cette discipline qui est la descente, la vitesse, uniquement avec une équipe monégasque. Donc, on a un très bon accord de partenariat et une amitié, vraiment une intégration complète d'Arnaud au sein des équipes de France. Et bien entendu, Arnaud peut bénéficier de tout le système et on peut avoir une mise en place qui est extraordinaire. À quelques jours de ce début de saison, comment vous sentez-vous, Arnaud ? Je me sens plutôt bien. On a fait une bonne préparation durant tout l'été. On est arrivé au Canada donc, pour skier. Ça a été un peu plus compliqué que prévu parce qu'on a eu pas mal de chaleur et de pluie. Alors que d'habitude, à cette période, c'est plutôt des températures aux alentours des -20. Mais on a quand même réussi à faire du bon ski et des bons entraînements. Donc, hâte d'attaquer et voir où on se situe. Quelles sont vos ambitions pour cette saison ? De se rapprocher du top 30 mondial. Faire la meilleure préparation, donc là, sur le début de saison, jusqu'aux Jeux Olympiques, début février, pour arriver au top de ma forme en Chine. Oui, donc des enjeux importants. Jacques Pastor, Arnaud est un descendeur pur jus. On ne peut pas dire que vous voyagez léger. On va le voir à l'image, vous avez un camion contenant pas moins de 60 skis, c'est ça ? Alors ça, c'est une toute petite partie du matériel qui est transporté à chaque fois, puisque du fait qu'on travaille avec l'équipe de France, il y a eu non seulement nos voitures chargées à bloc, comme vous pouvez le voir, mais également un gros semi-remorque, un gros truck américain qui a transporté pour le reste de l'équipe qui était en train de s'entraîner aux États-Unis à Copper Mountain. Et donc, c'est arrivé ce matin et on a dû décharger tout ça, se mettre en place. On ne pourrait pas le faire tout seul, donc on s'appuie sur toute la technique et le staff des Français. Là, vous êtes avec Arnaud, mais en tant que directeur technique, vous êtes appelé à aller auprès d'autres skieurs monégasques tout au long de la saison ? Cet accord qu'on a passé avec la Fédération française de ski implique que quand ils ont besoin de moi sur certaines courses ou sur certains entraînements, on me sollicite pour être là et j'y vais très volontiers. Mais c'est vrai qu'Arnaud est quand même notre top athlète. Donc, c'est avec Arnaud que je passe le plus clair de mon temps. Et justement, ça vous a peut-être permis aussi, Arnaud, de jauger la concurrence. Comment vous sentez-vous aussi par rapport aux meilleurs spécialistes français ? Bien sûr, ça aide énormément de s'entraîner avec des top athlètes. Ça nous permet déjà de nous jauger sur chaque entraînement, voir où on en est. Et puis, ça crée une émulation et ça nous tire vers le haut. Donc, c'est sûr que c'est indispensable. S'entraîner tout seul, c'est quand même quelque chose de très difficile. Puis, en plus, on a une super vie de groupe, il y a une super ambiance. Donc c'est vraiment quelque chose de top pour moi. L'échéance Lake Louise arrive vite. Vous allez rester sur le continent américain jusqu'à quelle date, tous les deux ? Alors, on va repartir après Lake Louise, donc le 29. On rentre en Europe. Et ensuite, je continuerai la saison, les courses d'après, ça sera des Coupes d'Europe en descente en Italie.
Et ensuite, je rejoindrai le circuit Coupe du Monde c'est aux alentours de mi-décembre sur Val Gardena en Italie. Eh bien, nous vous souhaitons une belle entrée en matière. Arnaud Alessandria, Jacques Pastor, merci à vous deux. Et puis, nous suivrons tout cela, bien évidemment, sur Monaco Info. Merci beaucoup. Merci, Patricia. Oui, donc je vous rappelle que le premier rendez-vous de la saison en ski alpin, c'est à partir de vendredi à Lake Louise. Les températures sont un peu plus clémentes actuellement à Monaco qu'au Canada, mais les conditions météo générales vont-elles rester agréables mercredi? Réponse tout de suite. Un temps bien maussade mercredi dès le matin et le ciel se couvrira de plus en plus tout au long de la journée. Les températures seront fraîches avec un petit 7 degrés le matin et 12 degrés dans l'après-midi. Le soleil se couchera à 16h59, Patricia, et nous fêterons les Floras en ce 24 novembre. Merci Alexandra. Et l'on se quitte sur un avant-goût de Noël. La mairie de Monaco a procédé lundi soir à l'illumination des différents quartiers. Les installations étaient en place, ne restait plus qu'à tout allumer. Et le photographe Manuel Vitali était au rendez-vous. Très belle soirée à vous. Nous vous retrouvons demain à 19h sur Monaco Info.